Ma chère Edith, hier soir j'ai bouclé ma valise en 2 temps 3 mouvements, pris mon billet et me voilà parti, comme ça. Tu sais combien j'aime les voyages, tous ces petits moments hors du temps. Ici, j'ai enfin le temps d'écrire, de respirer, de laisser flâner mes pensées. Tout flâne dans ce train, même le paysage de l'autre côté des fenêtres. Tout semble si fluide, si facile. Et tout le monde rêvasse, comme moi, comme tant de passagers sur tant de générations. J'ai parfois l'impression d'entendre leurs mots, leurs voix, dans le crissement des roues sur les rails. Je suis réconcilié avec le chemin de fer, c'est décidément très beau. Le premier que j'avais vu n'était qu'un ignoble chemin de fabrique. C'est un mouvement magnifique et qu'il faut avoir senti pour s'en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs, ce sont des taches, ou plutôt des raies rouges ou blanches. Plus de points, tout devient raie. Les blés sont de grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de longues tresses vertes. Les villes, les clochers, les arbres dansent et se mêlent follement à l'horizon. De temps en temps, une ombre, une forme, un spectre debout paraît et disparaît comme l'éclair à côté de la portière. Le soir, le remorqueur flamboyait devant moi avec un bruit terrible et de grands rayons rouges qui teignaient les arbres et les collines tournaient avec les roues. Le convoi qui allait à Bruxelles a rencontré le nôtre. Rien d'effrayant comme ces deux rapidités qui se côtoyaient et qui, pour les voyageurs, se multipliaient l'une par l'autre. On ne voyait passer ni des wagons, ni des hommes, ni des femmes. On voyait passer des formes blanchâtres ou sombres dans un tourbillon. De ce tourbillon sortaient des cris, des rires, des huées. Il y avait de chaque côté 60 wagons, plus de 1000 personnes ainsi emportées, les unes au nord, les autres au midi, comme par l'ouragan. On l'entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route. Il sue, tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s'emporte. Il jette tout le long de la route une fiente de charbons ardents et une urine d'eau bouillante. D'énormes raquettes d'étincelles jaillissent à tout moment de ses roues ou de ses pieds comme tu voudras. Et son haleine s'en va sur vos têtes en beaux nuages de fumée blanche qui se déchirent aux arbres de la route.
Cher Émile, je t'écris du train qui m'emmène pour la première fois de Saint-Étienne jusqu'à Lyon. Au départ ici, tu t'en souviens, quand nous faisions cette route, il n'y avait rien. Juste un chemin qui courait le long de la rivière. Alors que maintenant, tout a changé avec ce train. Comment te le décrire? Imagine nos vieilles caisses de diligence, mais cette fois posées sur des rails. Des rails sur lesquels les roues des voitures adhèrent et tournent. Nous n'allons pas vraiment plus vite qu'avant. Mais en revanche, ce qui nous distrait beaucoup, c'est l'incroyable objet fumant qui nous emmène. C'en est fini du brave cheval qui tirait péniblement derrière lui les wagonnets de mine remplis de charbon. Là où l'indispensable mouvement de ses muscles nous faisait avancer, on trouve maintenant une machine à vapeur, installée par l'ingénieur Marc Seguin. Et cette machine, il est allé la chercher jusqu'en Angleterre. Cette grosse marmite luisante et palpitante, l'ingénieur Seguin nous dit qu'il veut l'améliorer pour que le train aille plus vite, plus loin et emmène de plus lourdes charges. J'espère que tu profiteras vite de cette belle invention, toi qui aimes tant la nouveauté. Bien à toi, Mathilde. Ma chère Mathilde, comme toi, j'adore prendre le train. Même si là je suis assis en 3e classe, il fait tellement froid que j'ai déjà les doigts raides, bleus, douloureux. Il paraît que pour ceux qui ont les moyens, en 1re classe, des bouillottes bien chaudes sont offertes et placées sous les sièges. Des coussins douillés et chauds. Mais bon, quelle que soit la classe, je dois t'avouer que le chemin de fer effraie encore certains voyageurs. As-tu lu la liste dressée par ce docteur Aubin? Ce monsieur-là se plaît à énumérer les maladies que nous pouvons contracter à bord des trains. Il nous met en garde contre les risques d'apoplexie subite, d'asphyxie causée par la vapeur de charbon, de coliques produites par le froid. Un froid que je ressens en ce moment même. Il parle aussi de saignements de nez, de spasmes, de nausées, de divers maux de cœur et de ventre. Sans oublier les risques de chute, les risques liés aux différences d'atmosphère dans les tunnels, et ceux liés à cette drôle de machine à vapeur qui semble prête à exploser à tout instant. Il fait trop froid. Je t'écrirai plus longuement à mon arrivée, si je survis. Émile. Quelle tristesse, cher ami. Cette pauvre voisine, vous savez, l'amiral. Cette Madame Dumont d'Urville dont je vous parle tant. Eh bien, imaginez, quoi. Non, c'est horrible. J'ose à peine vous raconter. Eh bien oui, elle est morte. Oui, disparue comme ça, en fumée. Et avec elle, son mari et son fils. Une tragédie. Le train qui a déraillé dimanche à Meudon, elle était dedans, la malheureuse. On ne parle que de ça. C'était horrible, horrible, horrible. Plus de 50 morts, 300 blessés. Je reviens du cimetière de Montparnasse où je suis allée présenter mes condoléances au reste de la famille. Je m'en remets à peine. Mais j'ai pu en apprendre un peu plus. Et je ne peux résister à l'idée de vous glisser les quelques détails que j'ai pu glaner dans les conversations. Alors voilà. Dimanche, ils étaient partis voir les grandes eaux à Versailles pour la fête du roi Louis-Philippe. Et plutôt que de faire comme tout le monde, ils ont préféré emprunter le train pour rentrer. Il était bondé cet engin comme d'habitude. Ça plaît au peuple, ce divertissement. La compagnie, pour être certaine de ne pas perdre un sou en refusant du monde, avait mis 2 locomotives pour tracter les voitures. En abordant la tranchée de Bellevue, la première a déraillé, la deuxième est passée par-dessus, et le tout a pris feu. Pour éviter les resquilleurs qui grimpent en marche, les voitures étaient fermées de l'extérieur, et ils n'ont pas pu sortir. Ils ont grillé, tous, comme du petit bois. J'espère que ce premier accident va calmer l'enthousiasme de tous ces Saint-Simoniens. Bien à vous, votre grande amie, Eugénie.
Cher monsieur, votre avisé conseil n'a fait que confirmer une certitude, c'est dans le chemin de fer qu'il nous faut investir toute affaire cessante. J'ai comme vous été stupéfait de remarquer que le succès du train ne s'est pas démenti, même après le terrible accident de Meudon. Les voyageurs sont chaque jour plus nombreux à payer leurs billets. La véritable question est donc la suivante, dans quelle compagnie de chemin de fer nous faut-il investir? Car aujourd'hui, ingénieurs, financiers, aventuriers, chacun semble vouloir créer la sienne. Et ce foisonnement rend l'ensemble plutôt confus. Si j'ai bien compris, il y a la compagnie de Saint-Étienne à Lyon, celle de Seguin, dirigée maintenant par l'ingénieur Gervois. Il y a le réseau du chemin de fer du Nord, appartenant à Rothschild, qui a aussi placé des intérêts dans la compagnie des Pereire, la compagnie de l'Ouest. Il y a également le PO et sa ligne emblématique de Paris-Orléans, la compagnie du chemin de fer de Paris à Strasbourg, la compagnie du Midi, qui paraît-il est très dynamique et innovante. J'ai noté également comme valeur sûre la compagnie du PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, qui vient de naître de la fusion entre le réseau Paris-Lyon et Lyon-Méditerranée. Personnellement, j'ai dans l'idée que ce genre d'opération pourrait se répéter. Parier sur ces mouvements de fusion ou de rachat serait une bonne stratégie. Nous sommes à une époque où tout change si vite, où l'industrie transforme le visage de la France. Le développement des grandes compagnies et l'extension à outrance du réseau va nécessiter de fantastiques travaux et l'établissement de nombreux ponts et viaducs. C'est bien entendu le point négatif, la rentabilité. Certains risquent d'y laisser des plumes. On venait de terminer le chemin de fer du Nord. On pensa qu'un peu de musique ne gâterait rien, au contraire. Bien des gens ayant besoin de cet accessoire pour faciliter leur digestion. Voilà ce qui arriva. J'écrivis les parties de chant de la cantate en 3 heures, et la nuit suivante fut employée à l'instrumenter. Vous voyez que pour un homme qui ne fait pas son métier de violer les muses, ceci n'est pas trop mal travaillé. Dans des circonstances pressantes et imprévues, comme celle de l'inauguration d'un chemin de fer, un artiste ne doit pas tenir à ce que 40 siècles de plus ou de moins le contemplent. Alors je prenais bravement mon parti de me contenter pour mon ouvrage d'une célébrité de 4 à 5 000 ans. La cantate étant faite et copiée, nous partons pour Lille. Le chemin de fer faisant une exception en faveur de ses inaugurateurs, nous arrivons sans déraillement jusqu'à Arras. La cantate, bientôt apprise par un chœur de jeunes gens et d'enfants, a été chantée avec une verve peu commune et des voix fraîches que nous ne pouvons pas trouver à Paris pour nos chœurs. C'est tout ce que m'a rapporté cette étourdissante fête, dont le patron était M. Rothschild. Hier, M. le maire de Lille m'a tout de même envoyé au nom de sa ville une très belle médaille d'or portant pour suscription « Inauguration du chemin de fer du Nord, la ville de Lille à M. Berlioz ». Ma chère cousine, voilà maintenant 2 mois que je sillonne l'Ouest américain. Le train est bien ici le moyen le plus sûr, le plus rapide et le plus confortable de traverser ces contrées bien plus sauvages que Liège et Namur. Encore une fois, vous n'avez pas répondu à ma lettre.
Je n'ai pas de doute qu'avec le temps, vous apprendrez à m'aimer. N'en déplaise à mes parents qui m'ont envoyé dans cet exil. D'ailleurs, s'ils voulaient m'endurcir, c'est raté. Sachez que loin d'être un pince homme, tous les déplacements sont ici un plaisir. Je loue régulièrement des places dans les voitures de la compagnie d'un certain George Pullman. Il a eu la riche idée de fabriquer des voitures dont les conditions de confort dépassent de loin tous nos standards. Les banquettes se transforment en couches pour pouvoir se reposer. Des sleeping cars, comme ils disent ici. Je trouve tout de même qu'il leur manque un vrai lit. Douillet, aimable, un lit. Vous comprenez? Allez, ne faites pas l'enfant. Ce lit m'a donné une idée. En rentrant en Belgique, je lance une compagnie internationale de wagons-lits. Chaque lit indépendant, dans une petite cabine, avec des boiseries, de la marqueterie, un décor soigné, du cristal, des cuivres bien astiqués et de l'intimité pour les voyageurs. Et pourquoi pas une voiture-restaurant, avec des mets raffinés et du personnel en livrée. Des trains de grand luxe. Vous voyez, vous m'inspirez. Riche, puissant, incontournable, je serai certainement plus à votre goût. Vous qui aimez tant la Côte d'Azur, même si vous m'évitez, vous voyagerez un peu en moi. Ma chère amie, je vous écris alors que nous sommes installés, Isabelle et moi, dans le train pour Venise. Les wagons-lits existent depuis 60 ans et il n'y a toujours rien à y faire, à part lire peut-être. Cette vieille sorcière de mademoiselle Isabelle a l'air en tout cas d'y trouver du plaisir, elle. Elle n'a pas quitté son ouvrage depuis qu'elle l'a acheté sur le quai à la gare. J'ai fumé cigarette sur cigarette pour tromper la torpeur qui m'envahit. Quel ennui! Mais quel ennui dans ce train si luxueux et malgré tout si lent! Isabelle, baissez le rideau, s'il vous plaît. Du coup, je lui ai fait fermer et ouvrir plusieurs fois les rideaux. Voilà qui m'a distrait à peine quelques instants. Voilà. Ah mais non, attends, c'est trop sombre. Relevez-le. Bon, nous allons le relever. Comme ça, c'est bien. J'ai essayé de lire à mon tour, mais impossible de me concentrer, alors qu'Isabelle, de son côté, continuait de glousser. Je me suis rapprochée et j'ai fini par comprendre ce qui lui plaisait tant dans son livre. La vieille Pie apprenait des recettes pour séduire les hommes. Dictionnaire de la séduction féminine. Ce n'est pas un livre pour une honnête femme. Rendez-le-moi. Quand vous avez les Isabelle. L'ouvrage a l'air amusant et je l'ai confisqué. J'entends bien le lire dès qu'elle s'endort. Des romans d'amour à tiroir. Voilà toute une littérature nouvelle à inventer spécialement pour ces longs voyages en train. Je vous embrasse, Adrienne. Chère mamie, la visite du viaduc de Garabi ne s'est pas passée comme prévu. Notre train est arrivé et le guide nous a expliqué que la construction avait été faite par Gustave Eiffel et qu'il n'y avait eu que 4 morts. On regardait le viaduc et là derrière nous on a vu qu'il y avait des acteurs qui jouaient à s'embrasser et à se fâcher puis à s'embrasser encore, tout ça sans aucune logique. Et nous, on nous a demandé de faire comme si tout était normal et de continuer à regarder le viaduc. Édouard était comme un fou. Il trouvait l'actrice très très belle, même s'il disait qu'elle aurait pu être mieux habillée. Le guide nous expliquait que le viaduc était l'un des plus beaux ouvrages ferroviaires du monde, que pendant longtemps, il avait été le plus haut, et que c'était comme de la dentelle, qu'il avait fallu pas loin de 700 000 rivets pour tout faire tenir. Mais tout ça, Édouard s'en fichait pas mal. Il préférait se retourner en douce pour voir l'actrice. Je t'embrasse fort. Écris-moi. Jeannette. Tu sembles jouer un double jeu, lié ou délié, nos rêves bleus, gare Saint-Lazare. C'est
c'est toujours la même chanson. Les filles vont attendre les garçons, mais quand on se donne rendez-vous, gare Saint-Lazare, il ne faut pas désespérer, l'amour finit par arriver. Et c'est ainsi que ce soir-là, à 9h10, elle arriva, du pont terminus et Garnier, le printemps, les boulevards, l'opéra, les virent tendrement s'embrasser. Pour les curieux, ça s'arrête là, gare Saint-Lazare, cœur du Paris. Ma très chère Héloïse, je vous écris depuis la gare Saint-Lazare, mais ce n'est hélas pas pour voyager jusqu'à vous. Non, aujourd'hui, si j'ai décidé de venir ici, c'est pour visiter le bâtiment lui-même. Oui, vous avez bien lu, je suis ici pour me promener. Cet édifice que les gens trouvent peu attrayant, voire même laid, tout juste bon à attraper un train, eh bien moi, il commence à m'intéresser beaucoup. Suis-je le seul à voir dans chacune de nos gares un fantastique condensé de nos vies, de nos usages, de nos goûts, de nos défauts? Bref, un miroir de notre société tout entière? Bâtis comme des temples grecs par chacune des compagnies, leurs fières façades ornées, décorées de statues, ont encore malheureusement la folle ambition de cacher des structures de métal et de verre, jugées vilaines. Mais par quel juge? Qui les regarde vraiment, ces hangars? Moi, je leur trouve une beauté brutale, grandiose. Tous les gens que je croise ici avancent comme des aveugles, répétant à l'infini les mêmes gestes, sans jamais faire attention à la gare elle-même. Cette gare qui les accueille, qui les abrite, qui les informe, qui leur permet de patienter et qui va les faire voyager, tous ces ingrats. Ici, moi, tout me fascine. La lumière, les sons, les parfums, les perspectives, les mouvements des hommes, le ballet des machines. Pour moi, ces gares, ce sont des palais industriels. Et la puissance de notre pays, aujourd'hui, c'est dans ces bâtiments-là qu'elle s'affiche. L'horloge de la gare m'indique qu'il est déjà l'heure de rentrer. Encore un service qu'elle me rend. À bientôt, Héloïse. Et je vous promets que ma prochaine déclaration d'amour ne concernera pas l'architecture. Armand. Mes chers amis et collègues, j'ai l'immense plaisir et le très grand privilège de vous annoncer qu'il est très officiellement 10h du matin. Il est 10h du matin ici, à Paris, tout comme il est exactement 10h à Strasbourg, Marseille, Brest ou Arras. Pas de fausse modestie, c'est grâce à nous et à nos chemins de fer qu'un tel bouleversement a enfin été possible. Depuis maintenant une semaine et notre accord historique, l'heure affichée au fronton de toutes les gares du pays est la même. Tous les mécaniciens, où qu'ils soient sur le territoire, savent avec précision quand lancer le départ de leur locomotive. Depuis une semaine, la France a enfin cessé de vivre selon un rythme imposé par le soleil. Partout en France, nos trains partent et arrivent dorénavant en suivant des horaires cohérents, ordonnant enfin ainsi le travail de nos ingénieurs, de nos employés et la vie de tous ceux qui empruntent nos lignes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mon Mimi, je t'écris à la hâte tant il me faut te dire le trouble dans lequel cette journée m'a plongée. Tu aurais dû voir ça. Toute la famille et les amis étaient là, sur le quai, à attendre patiemment que Louis s'installe et mette fin à son amusant bricolage quand tout s'est précipité. Il a commencé à hurler, le train arrivait. Derrière sa machine, Louis, excité comme jamais, s'est mis à actionner une petite manivelle. Je tenais la petite Suzanne par la main, on lui a demandé ce qu'on devait faire et il a crié « Soyez naturel !»
Maman, j'ai raté mon train encore une fois. Et pourtant, crois-moi, j'ai couru comme un dément, mais que veux-tu? Ces satanées machines ont plus de respect pour la ponctualité que pour les poètes et les flâneurs. Le direct suivant part trop tard. Rien à faire. J'ai raté ton déjeuner. Je n'en apprécierai que davantage celui de dimanche prochain. En attendant, je t'écris du buffet de la gare qui a été inauguré par le président Loubet et où, comme tu t'en doutes, malgré le luxe du lieu, ils ne font ni tes œufs mimosa, ni un rôti de veau digne du tien. C'est une bonne chose tout de même que ce buffet. Depuis que le premier restaurant de ce type a ouvert à Étampes, il est bien fini le temps où l'on mangeait n'importe comment, soit secoué par les cahots du train dans les nuages de vapeur et de charbon, soit au bord de la route, assis à même le sol, en même temps que le mécanicien. Ici, tous les clients qui m'entourent sont des voyageurs plutôt élégants, parmi lesquels on remarque deux types. Les premiers, fatigués par le trajet qu'ils viennent d'accomplir, ont les paupières lourdes et les gestes lents. Les seconds, au contraire, anxieux avant de monter à bord de leur train, ont l'œil rivé sur l'horloge, inquiets si leur commande tarde trop. Pour moi, aucune de ces émotions. J'essaie tout bonnement de profiter de cette ambiance chaleureuse avant de rentrer. J'ai demandé un coq au vin, en imaginant que c'est peut-être le plat que tu as préparé. Le voici qui arrive d'ailleurs, ce petit coq. Je t'embrasse. Salut papa et Roland, ton fils affamé. Cher Arthur, ce train qui nous écarte un peu plus à chaque minute n'apaise en rien le trouble. Peut-être ces vers t'amèneront à me croire. Le paysage dans le cadre des portières court furieusement et des plaines entières. Une odeur de charbon qui brûle et d'eau qui bout. Tout le bruit que feraient 1000 chaînes au bout desquelles hurleraient 1000 géants qu'on fouette. Et tout à coup des cris prolongés de chouettes. Que me fait tout cela, puisque le nom si beau, si noble et si sonore se mêle, pur pivot de tout ce tournoiement, au rythme du wagon brutal, suavement. Paul. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Messieurs les jurés. Tous, vous avez tous été un jour pris d'une envie pressante. Oui, dans ce monde où l'homme croit dompter ce qui l'entoure et s'affranchir enfin par le progrès et la technique des contingences qui l'avilissent en le renvoyant à son état animal, la nature nous rappelle toujours à l'ordre. Et quand la nature l'impose, l'homme dispose. Alors, dans cette affaire qui oppose mon client, Augustin Avioche, bibliothécaire de son état, et la Compagnie des chemins de fer du Midi, il me semble important d'attirer votre attention sur plusieurs points. Monsieur Avioche voyageait en 3e classe depuis plus de 4 heures lorsqu'il a été pris d'une envie naturelle et irrésistible. Il a longuement tenté de résister, mais a fini par tirer le signal d'alarme pour se rendre par l'extérieur vers une voiture de 1re classe dotée d'un cabinet d'aisance. Les professeurs de l'académie vous le diront, il n'aurait pas pu prendre plus de précautions que celles qu'il rappelle avoir prises avant le départ. Une prétendue légèreté de son comportement ne peut être mise en avant. Je rappelle également que les mauvais bancs en bois de 3e classe et les voitures à peine suspendues provoquent des chaos et des soubresauts qui ne font rien pour arranger les choses. Les compagnies sont bien au fait des problèmes liés à l'absence de lieu d'aisance à bord, puisqu'elles en discutent depuis 1860. Il est temps que tous les trains dans toutes les classes soient équipés de toilettes si le trajet dure plus de 2 heures et ne comporte pas d'arrêt de plus de 10 minutes.
Cher lecteur, l'image ô combien romanesque du duo mécanicien et chauffeur, ces magiciens du rail, unis par l'effort et par l'amour du travail bien fait. Cette image, disais-je, vient d'être mise à mal par une bien triste histoire. Car dans tous les couples, même quand il s'agit de cheminots confrontés de jour comme de nuit aux pires conditions, la vilaine jalousie peut surgir et causer les plus terribles ravages. Cette histoire la voici. Avant de prendre leur service, Maurice Déhan et Édouard Murat avaient pour habitude de venir étancher leur soif à la taverne de Cuisseau et profiter de l'accueil et de l'atmosphère chaleureuse qu'offrait ce buffet prospère avec vue sur les voies bien connues des cheminots de la région. Nos compères, Maurice et Édouard, étaient tous deux épris de la charmante Béatrice, fille unique du tavernier Cuisseau. Elle, délicieuse enfant, avait timidement choisi son prince, succombant aux atouts du fier chauffeur. Elle aimait donc Maurice d'un amour aussi pur qu'inconditionnel et ne prêtait aucune attention au pauvre Édouard, pourtant chef mécanicien. Celui-ci, fou de jalousie, doublement jaloux, rongeait son frein en silence. Un seul mot lui revenait sans cesse en tête. Trahison! Car pour lui, non seulement son collègue lui volait la femme aimée, mais en plus, la femme lui volait son collègue, son copain, son complice de toujours. La rose offerte fut la goutte d'eau qui fit déborder le torrent des sentiments d'Édouard. N'y tenant plus, c'est à bord de leur cher et fidèle mécanique, qui les avait vus traverser comme des frères les pires épreuves, que le chauffeur laissa exploser toute sa colère. Explosion fatale qui ne s'acheva qu'avec les larmes de la jeune Béatrice Cuisseau, martyre du rail, privée pour toujours d'un lumineux destin auprès d'un être aimé, jurant à qui voulait l'entendre qu'elle ne serait jamais femme de cheminot. Henri, vieux collègue, les nouvelles que j'ai sont pas fraîches. Ici, tout ce qu'on sait, c'est que la compagnie ne cédera pas, que l'armée a été envoyée pour réquisitionner les cheminots grévistes. Alors, certains affirment que cette fois, ce n'est pas une grève, c'est une révolution, et qu'elle fait trembler le gouvernement de Briand. Raconte-moi vite. En tout cas, pour moi, grève ou révolution, peu importe. Ce qui compte, c'est que la direction comprenne que la France d'aujourd'hui s'est construite autour du chemin de fer, et que nous autres, cheminots, nous en sommes les premiers architectes. Voilà maintenant 10 ans que nous sommes entrés dans le XXe siècle. Alors il est temps de changer. Que le profit ne tombe que dans la poche des patrons n'est plus acceptable. Et crois-moi, la thune, on l'aura. Courage, je reviens le 12. Petite sœur, t'ai-je déjà dit ce que je pense du rire des femmes? Je suis dans le train. Dans quelques heures, je vais rejoindre le régiment et je pourrais t'en parler pendant des jours entiers du rire que je viens d'entendre.
La fille à qui il appartient, je ne la vois pas, mais je l'imagine. Avec un rire pareil, elle doit ressembler à une fontaine au soleil. Comment te le décrire? Imagine quelque chose, pour résumer, qui commencerait comme la cloche de notre église de Saint-Victor, pour finir comme le son émis par un démon de l'enfer dévorant les âmes d'une fournée de braves gens. Entre ces deux extrêmes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a rien de plus important que le rire d'une femme, petite sœur. Tout le monde sait ça. Et je te souhaite 1000 raisons de rire aussi souvent que possible. Ton frère qui t'embrasse tendrement. Les grandes cités, orgueil du réseau du Nord, ne sont plus que ruines. Les bâtiments de voyageurs sont détruits, aussi bien dans les grandes villes que dans de modestes bourgades. Les dégâts sont immenses. Au programme de cette excursion ferroviaire, nous vous proposons une visite du nord de la France. À 2 heures à peine de trajet de la capitale, commencent les destructions. Vous sentez-vous pénétré du désir de vous rendre compte de la profondeur de cette désolation? Vous pourrez descendre et vous rencontrerez les malheureux évacués de ces villes martyrs, rentrés par amour du foyer natal dans leur cave. Alors seulement, vous sentirez pénétrer au fond de votre cœur la pitié profonde qu'il mérite. Dans le confort de nos voitures, venez donc non pas en promeneur curieux d'une impression fugitive, mais en pèlerin désireux de se rendre compte de l'immensité des désastres accumulés dans notre chère patrie. Au retour, notre train spécial passera à Mitry-Claye, où vous apercevrez sur le côté gauche une immense gare à munitions créée de toutes pièces pendant les hostilités. Pour le buffet, un arrêt est prévu à proximité de la Courneuve, là où se produisit l'explosion du dépôt de grenades de mars 1918. Ils sont venus ici à Marseille nous demander de travailler encore plus. Alors qu'ils voyaient bien qu'on était tous épuisés après cette guerre. Ils nous ont dit, vous avez une responsabilité ici. On est à une époque où les gens ont faim. Ils ont faim de tout. Alors c'est à vous qu'il revient de leur faire manger du poisson. Le poisson, il y a de bonnes choses pour les gens, ils ont dit. Surtout pour les petits-enfants, le phosphore, vous pensez bien. Alors il faut que vous alliez au quai encore plus souvent. Il faut que vous restiez au travail encore plus longtemps. Encore un effort, allez, il faut que vous mettiez tout ce poisson dans les wagons. Que les gens puissent manger les produits de la mer et soient en bonne santé pour reconstruire le pays. Ça dépend de vous, tout ça. Pareil pour la viande rouge qu'on trimballe dans les wagons frigorifiques, dans les nouveaux entrepôts. Toute la France va pouvoir en profiter. Et ce sera grâce à des gens comme vous. C'est sûr, on leur a répondu. Bien joli tout ça. Mais nous, ça nous a donné faim, ces palabres, et c'est pas encore avec ce que vous nous payez qu'on se tapera un festin, nous autres. En attendant. Chers actionnaires, j'attire votre attention sur les efforts de la Compagnie du Nord pour répondre à la pression sociale de ces derniers mois. Le temps de l'union sacrée est dépassé et l'agitation a repris.
Le modèle bolchevique en place depuis 2 ans donne une crédibilité au socialisme. Et nous ne pouvons pas rester immobiles devant de tels bouleversements. Les caisses de prévoyance et de retraite, ou les mutuelles, ne sont plus suffisantes. Nous devons considérer nos cheminots comme un capital social précieux pour l'entreprise. Il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les garder. Des soins aux loisirs, des logements à l'alimentation, des congés à l'hygiène. Notre compagnie doit se mêler de tout, organiser tout, régler la vie de ses employés, du premier au dernier jour de sa carrière. J'ai donc donné ordre à notre ingénieur en chef, Raoul Dautry, de réfléchir également à des modèles de cité qui nous permettraient de loger nos employés et de les fixer dans ces régions aujourd'hui dévastées. Vous trouverez 6 juin les dernières propositions pour la cité pilote de Tergnier. Les premiers coups de pioche ont été donnés la semaine dernière. Nos plans sont ambitieux. 1400 logements dont 800 pavillons identiques, de quoi loger 4500 personnes et ce dès 1920. Vous noterez sur les plans les arbres, les haies, bref, une cité-jardin. La ville disposera également d'écoles, d'espaces communs, de terrains de sport, de services de santé et sera visitée régulièrement par l'économa embarqué. J'ai pris sur moi d'ajouter un petit raffinement à la proposition initiale. La disposition générale de la cité, vue du ciel, dessine des symboles qui nous sont chers. J'attends désormais votre assentiment pour lancer les autres chantiers de cité. Bien à vous. Papa, ma première journée a donc été consacrée à la sécurité et à la rencontre avec les collègues qui travaillent sur le même site. Je n'imaginais pas que travailler pour les chemins de fer était si dangereux. En fait, il y a d'abord les risques liés au travail sur la voie, ceux qu'occasionnent la circulation ou les erreurs de manutention. Il y a aussi les chutes. Enfin, il faut rester en éveil constamment. Tu n'imagines pas combien la compagnie a besoin de gens pratiquant les métiers les plus différents. Graisseurs, aiguilleurs, enrayeurs, cantonniers-poseurs, chefs-mec, contre-coup. Et puis les chefs de sécurité qu'on appelle ici des fromages blancs à cause de la couleur de leur casquette. Et il y a les culs de plomb qu'on appelle aussi les chieurs d'encre. C'est ceux qui sont dans les bureaux. Tu vois, ici tout le monde utilise un vocabulaire qu'il va me falloir apprendre. Et ça sera mon premier TAF. TAF, initial de travail à faire. J'ai d'abord rencontré Albert, un graisseur, une tête de fouine mais pas méchant, jetant sans cesse des regards de travers. Ensuite j'ai vu Charles, un enrayeur qui énerve un peu les autres, d'après ce que j'ai compris, parce que ce type-là a la manie de placer le sabot toujours trop tard sur le rail. Comme si ça lui causait du plaisir de prendre des risques inutiles, comme s'il se prenait pour un toréador dans une arène, face à un taureau en forme de wagon. Sinon, ici, j'ai aussi vu ce qu'on faisait des cabestans, et comment se servir des câbles ou du crochet de traction, et aussi des freins. Enfin, tout ça, ça doit pas te dire grand-chose. Mais bon. C'est un gars nommé François qui s'en occupe. Une sacrée tête de mule. Il dit non à tout. Mais bon, on a fini par s'entendre. C'est ce même François qui m'a aussi parlé de tous les accidents liés à la manutention. Le danger est partout, crois-moi. La preuve, dès mon premier jour de travail, je me suis fait piquer le doigt par un clou rouillé. Ça ira mieux demain. Embrasse maman et la petite. Vincent. Depuis le 17 décembre dernier, les autopneus Michelin, les Michelines, établissent-elles de nouvelles relations accélérées entre Beauvais et Creil, en correspondance avec les trains de Paris. La capitale n'est plus qu'à 1h15 de Beauvais. Sur les durées du même parcours, il y a désormais un gain de 30 minutes environ. Mon vieux Gaston. Toute la famille est montée dans le train. Imagine un peu. Les enfants n'en revenaient pas. Avec ces billets qui nous ont coûté 40% moins cher, ils vont pouvoir profiter des congés autrement qu'en courant sur les trottoirs de Châteaudun. Prochain arrêt, la plage.
Pour Léo Lagrange et le gouvernement de Bloom, il s'agit avec les congés payés de nous permettre avant tout de nous instruire et de penser. Et c'est merveilleux. Mais je t'avoue que la seule chose dont Gisèle et moi avons envie, après ces mois de boulot, c'est de ne rien faire du tout. D'ailleurs, nous avons commencé. Et depuis le début du voyage, nous nous laissons gentiment bercer par le train. Nous regardons le paysage, en rêvant que bientôt nous serons au soleil. Tu vois que, malgré notre paresse, nous pensons à toi, et nous t'écrirons pour te raconter nos aventures sur le sable. Bien à toi, GG. Si vous pensiez à moi comme je pense à vous, si vous pensiez à moi, ce serait si doux. Pour vous avoir, j'accomplirais bien des miracles, et plein d'espoir, je briserais tous les obstacles. Sur le même chemin, la main dans la main, nous irions sans rancœur trouver le bonheur. Pour vous charmer, pour vous aimer, j'oublierai tout. Et si vous pensiez à moi comme je pense à vous, Mon vieux Marcel, il faut que je te raconte ce qu'il s'est passé hier à la gare. Quand j'ai vu ce train, cette locomotive, une 141, qui arrivait toute frémissante, comme transpirante, suante. Ces bruits qu'elle faisait, on aurait dit des gémissements, des soupirs. L'excitation montait en moi. J'étais comme en transe. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Tout le monde s'agitait sur ce quai comme si une danse amoureuse s'était emparée de tous les voyageurs. Seul Ninon semblait s'ennuyer ou m'en vouloir, comme à chaque fois que je l'emmène. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai su que cette fois c'était la bonne. Alors ni une ni deux, j'ai attrapé Ninon et je l'ai fait monter dans le train. Quand le signal a sonné le départ, j'ai su que c'était le moment. J'ai fermé la porte de notre compartiment et... J'entendais des mots résonner dans ma tête. Locomotive, rail, vapeur, châssis, rotule, bogie, piston. Le train a démarré et les vibrations se propageaient à tout mon corps. Le son des bielles et de la chaudière composait une musique tribale qui exaltait mon ardeur. Ninon a fini par se montrer raisonnable et... C'est décidé, Marcel. Dès la fin de mes études, je me fais engager par une compagnie de chemin de fer. Alfred. Jeanne, je t'écris pour t'annoncer la bonne nouvelle. À partir de l'an prochain, Pierre va travailler pour cette nouvelle compagnie d'État qu'ils viennent de créer, la SNCF, Société nationale des chemins de fer français. Pierre devient donc ingénieur pour cette nouvelle compagnie, après avoir été ingénieur pour le PLN. PLN qui était bien mal en point depuis la crise. Il était donc bien temps que l'État agisse et reprenne les affaires du train en main. D'après ce qu'on sait, cette SNCF va garder presque toutes les lignes et tous les cheminots. La seule inquiétude de Pierre, c'est d'avoir très prochainement à travailler avec d'autres employés qui n'auront pas du tout la même culture et les mêmes habitudes que lui. Mais bon, n'allons pas nous plaindre, il garde son travail et c'est déjà très bien. D'ailleurs, du travail, il ne va pas en manquer. Il m'a dit que comme chaque compagnie avait son propre système de signalisation, sa première tâche allait consister à unifier tous ces feux et tous ces panneaux à la mode SNCF.
Tu as dit, ces trains revenaient vides. Laisse-moi du temps. Je veux bien tout expliquer, mais laisse-moi du temps. Cette guerre, ces gens terribles, les choses que j'ai vues, les choses que j'ai faites, celles qu'on m'a fait faire, les cris, la peur. Je sais bien que tu peux pas comprendre, mais moi j'ai des choses dans le crâne qui me font souffrir. Et je ne peux pas me résoudre à imaginer que cette souffrance n'est rien comparée à celle subie par les autres. Je souffre, mais ce n'est pas moi la victime première. Je pourrais te dire c'est compliqué, les choses sont différentes aujourd'hui, mais non, c'est le contraire. C'est justement parce que c'est simple que les mots sont si durs à trouver. J'ai des images qui m'ont brûlé la rétine à jamais. Je n'arrive pas à oublier. Je n'oublierai pas. Alors laisse-moi du temps et je t'expliquerai tout. Ces trains revenaient vides. Oui. Chers enfants, les travaux viennent de commencer pour reconstruire lignes, gares et ponts entre Orléans et Clermont. Cette fois, nous ne sommes pas trop mal logés. Je crois que la SNCF a compris la leçon. Ils nous ont carrément installés dans un train spécialement aménagé. C'est pas très spacieux, pas très intime, mais au moins on a tous un lit, un vrai. Et on est à pied d'œuvre. On gagne quelques précieuses minutes de sommeil. C'est important de bien dormir pour les gars comme moi, après le chaos et les privations de ces années d'occupation. Déjà qu'on donne tout ce qu'on peut, tout ça bénévolement. Et je suis sidéré de voir que l'élan qui m'anime est partagé par tous. Il faut aller vite. Les voyageurs sont de plus en plus nombreux et la traversée à pied de la Loire ne va pas pouvoir continuer longtemps dans ces conditions. Déjà, on parle des nouvelles locaux qui vont venir remplacer celles détruites par les bombardements. Il paraît que les premières ont été débarquées au Havre. Des Mikado, splendides, fabriqués par les Américains et au Canada, mais dessinés par des ingénieurs français. Je prends mon service dans 5 minutes, alors je vous embrasse bien fort. Papa. Maintenons un viaduc tout neuf remplace l'ouvrage d'art gravement endommagé en 1944. 10 mois ont suffi à l'accomplissement des travaux. Et voici, au milieu des drapeaux, le passage du premier train de voyageurs à traction électrique venant de Nantes. Ma chérie, le travail d'électrification se poursuit le long de la ligne. Le froid et le vent sont parfois bien cruels ici en Lorraine. Mais la casquette que tu m'as offerte me garde un peu au chaud. Monsieur Distry, l'ingénieur, est venu nous féliciter hier, car le chantier avance plutôt bien. Nous avons maintenant à terminer d'agrandir le gabarit de certains ouvrages d'art, comme le pont de Thionville, que nous avons relevé de 42 cm. 42 cm, ça paraît bien peu de choses. Notre jolie petite Evelyne, quand elle est née, ne devait pas mesurer beaucoup plus. Eh bien, ces quelques centimètres, il a fallu lutter pour les atteindre. On s'apprête à faire le contraire dans les tunnels, où nous allons cette fois abaisser les voies.
Le chantier d'électrification est immense jusqu'à Valenciennes. J'ai le dos en compote, mais au moins l'ambiance est bonne. Je décris la suite demain. Des baisers à Evelyne et Jaco. Du Vélodrome d'hiver se déroule la fête des apprentis de la SNCF. 1 millier de jeunes athlètes représentent les 5000 élèves des écoles de la SNCF. Ils donnent une remarquable démonstration de culture physique en groupe, en présence d'un public où les costumes régionaux soulignent la variété de la grande famille des cheminots. Une belle fête qui met en évidence une belle réalisation des chemins de fer français. Cher Père Noël, cette année, j'ai été vraiment bien sage. Alors dans ton sac, j'aimerais bien que tu m'apportes enfin ce train que je te commande depuis plusieurs années. Grand-père a promis de m'aider à le monter. En fait, ce que je veux, c'est le coffret avec les rails et la signalisation. Pour les locomotives, attention de ne pas m'amener n'importe quoi. C'est la Mallet qui est ma préférée. Elle est beaucoup plus belle. Je voudrais aussi une 141 R840. Tu vois laquelle? Si possible, ajoute aussi un autorail, mais pas le X2400. Grand-père en a un, il est tout le temps en panne. Pour les wagons et les voitures, je ne suis pas très difficile. Prépare-moi un petit assortiment, ça m'ira très bien. Voilà, merci. La société moderne exige de tous ceux qui tiennent entre leurs mains la vie de leurs semblables des qualités physiques et nerveuses aptes à en faire des hommes sûrs et par conséquent sobres. Le mécanicien de locomotive ou le chef de poste d'aiguillage n'échappe pas à la règle et la sélection du personnel des grands réseaux de transport doit aujourd'hui faire appel aux tests psychotechniques les plus rigoureux. Un exemple du genre est donné par les transports parisiens où une série d'épreuves minutieusement étudiées permet de choisir ceux dont les réactions présentent les meilleures garanties. Le test du MIRA pour la coordination des mains permet de différencier l'homme normal au tracé régulier de l'alcoolique incapable de contrôle raisonné ou réflexe et dont les arabesques décèlent automatiquement le point faible. Un examen de conduite dérivé du Link Trainer de l'aviation soumet en salle le futur chauffeur à toutes les embûches sous contrôle électrique. La sobriété est à la base de la sécurité générale et tout est mis en œuvre pour l'assurer et la contrôler. Je veux partir le 17 décembre. Je veux une place pour Lille dans le train de 11h50 avec supplément. Oui. Je veux déjeuner dans le train et je veux un coiffe-fenêtre. Mais parfaitement, madame. Eh bien, moi, partant le même jour et par le même train, je voudrais une place en face de cette demoiselle. Tu sais, Alain, mon travail est simple. Ne sois pas impressionné par la blouse blanche. Non, mon travail est simple, tout comme ma mission d'ailleurs. Satisfaire la demande. Et je m'y applique avec le plus grand sérieux. Alors oui, c'est vrai, ce que je fais demande une grande précision. D'ailleurs, la salle dans laquelle je travaille est climatisée et insonorisée pour permettre une concentration maximale. Face à moi, j'ai ce qu'on appelle le tambour à diagramme.
formé de 4 couronnes indépendantes, divisées en 32 cases correspondant, tu l'auras compris, aux voitures du train. Et à partir de là, le voyageur fait sa demande et ma réponse est quasi instantanée. Train 20, 26 mai, une couchette 2e classe, niveau inférieur, place 225, voiture 1. J'inscris le tout et hop, c'est fini. Bref, tu vois, c'est un jeu d'enfant. Bon, j'ai parfois en fin de journée des maux de tête, comme si j'avais tournoyé dans une machine à laver. Mais la clientèle a l'assurance d'obtenir la place de son choix. C'est pas mal, hein? Le temps de finir ta formation, et toi aussi tu seras à même de travailler ici. Chère Nina, tout le monde s'est assoupi dans le train. Raoul ronflait comme un bienheureux et j'ai décidé de faire une petite sieste. Eh bien ma chère, vous n'imaginez pas le rêve étrange que j'ai fait. J'étais toujours dans le train, mais dans un train entièrement différent. J'étais assise à table, une douce chaleur m'a envahie, en même temps qu'une envie de rire. Et mon Raoul était complètement différent lui aussi. J'avais envie de le séduire à nouveau. Vous savez comme sont les rêves. J'avais la certitude que si ma petite cuillère tenait en équilibre sur le rebord de ma tasse, tout se passerait bien. L'instant d'après, nous nous embrassions, Raoul et moi. Et je me regardais dans une glace, un autre très bel homme me coiffait. Montre, foulard, cravate, parfum, cadeaux, gadgets... Les gens faisaient leurs courses dans ce train merveilleux. Raoul m'achetait des fleurs, lui qui est pourtant allergique. Puis nous sommes arrivés à destination, un endroit que je n'avais jamais vu. Je me suis mise à courir, j'étais tellement heureuse, heureuse comme je ne l'ai jamais été. Je voulais que tout ça dure pour toujours. Et puis je me suis réveillée. Raoul dormait toujours et ses ronflements n'avaient pas cessé. Durant tout le voyage, nous serons à votre disposition pour votre information et votre confort. Un service de restauration est à votre disposition dans ce train. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Le majordome entre en scène, le spectacle est commencé. Spectacle ou voyage? Voyage et spectacle aux minutes précieuses et trop vite envolées. Omelette paysanne. Consommé au diable. Fricando florentine. Perles du Japon. Pommes à Chou-fleur polonaise. Pomme à l'anglaise. Viande froide à la gelée. Demi-glace. Légumes. Salade. Dessert. Dessert. Ma chère maman, comment va mon petit Michel? J'espère qu'il est bien sage. Nous sommes arrivés à Saint-Gervais-les-Bains. Et je t'avoue que je n'en suis pas mécontente, car quelle aventure! Il y avait un monde à la gare, incroyable. Ils ont mobilisé jusqu'à 50 trains par nuit, rien que pour les sports d'hiver. J'étais affolée à l'idée de rater le nôtre. Il y avait un départ toutes les 3 minutes. Dans la foule passaient des petits bouts de chou de l'âge de Michel, au milieu de tous ces gens surexcités. Si nous l'avions emmené, j'aurais eu peur de le perdre dans la cohue. J'ai lu dans Marie-Claire que ce boom des sports d'hiver date des années 20, car les compagnies de train avaient besoin de rentabiliser leur ligne du Sud-Est. En somme,
Ça a très bien marché. J'ai dormi tant bien que mal. Les voisins dans l'autre compartiment ont raconté des sornettes toute la nuit. Mais au moins, c'était très bien chauffé. Enfin, nous avons fini par arriver. J'ai quand même traîné Jacques à l'église. Et maintenant, nous nous tâtons à nous lancer sur les pistes parce que je n'ai pas envie de rentrer avec une jambe cassée. Je te téléphone demain pour parler à Michel. Dis-lui que sa maman lui fait de gros baisers et qu'elle pense beaucoup à lui. Bon baiser à toi aussi, Arlette. Germaine, c'est le 824, mets les œufs. C'est le 413. Tu peux les retirer. Le train, pour être exact. Dans la gare de Gevrey, M. Ségala reçoit au nom de la SNCF un autre grand voyageur, M. Khrouchtchev, accompagné de M. Buron, ministre des Transports. Le président soviétique et sa suite vont prendre place dans la voiture présidentielle qui les mènera jusqu'à Lille. Les lignes modernes, tracées dans le ciel par les caténaires et les grands immeubles, servent de décor au repas que M. Khrouchtchev et sa suite prennent dans le wagon-restaurant, tandis que les journalistes déjeunent à leur place dans les voitures les plus modernes de la SNCF. Lorsque Malko aperçut à l'autre bout du wagon l'étrange déesse dont le froid dressait fièrement les armes, il hésita à descendre. Elle dissimulait certainement les plans du Concorde ou du turbotrain si prometteur. Mais ils étaient dans un train fantôme, ce train qui n'existait pas. Ce train qu'aucun indicateur, aucun horaire ne mentionnait. Ce train qui circulait pourtant 3 fois par semaine et sur lequel aucune agence, aucune gare ne pouvait donner d'informations. Strasbourg, Berlin, Strasbourg. Plus d'heures qu'il n'en fallait pour réchauffer l'agent du KGB. Le rideau de fer approchait. Officiellement, le TMFB, pour Train militaire français pour Berlin, transportait des secrets d'avenir. Malko observa Olga et sut qu'officieusement, le compartiment allait devenir une alcôve d'amour. Jean, ça y est, fin de la vapeur. Dernier trajet effectué entre Lyon et Grenoble sur la Mikado 141R qui va être remisée. Pour moi, on est bien d'accord, l'électrification de nos machines est sans doute un progrès, oui. Et ça, c'est pas nouveau. Mais on ne m'enlèvera pas de la tête que la vapeur avait et garde un attrait supérieur. Certains la considèrent comme préhistorique aujourd'hui. Mais dans ce cas, c'est comme Lascaux. On n'a rien fait de plus beau depuis. Une locomotive vapeur, c'est une œuvre d'art indépassable. Embrasse Joël pour moi. Elle aussi, c'est une œuvre d'art indépassable.
Roger, un australopithèque qui vous aime. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, plein d'entrain dans les prés. Pourquoi c'est ça, maman? C'est la climatisation. Tu t'en rends pas compte, mais ça c'est quand même un sacré progrès, la climatisation. Quand je pense à mes parents. C'est ça le monde moderne. La vitesse, le confort, l'avenir, l'énergie disponible partout. Et tout est au fioul, comme nos bagnoles. Ces grosses locaux, je me demande combien de litres il leur faut. Car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien. Le petit train qui veut croire au miracle. Mais en tout cas, il file ce train, il fuse. Tout est dit dans son nom, le turbotrain. Il est équipé d'une turbine d'hélicoptère. À quand le moteur de fusée? Fais dodo, Caroline. Bah oui, fais dodo, Caroline. Et t'en fais pas, cette crise pétrolière ne durera certainement pas. Elle voit le feu rouge du wagon arrière qui s'éloigne doucement et se perd dans le lointain. Mon cher Max, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le train. Permets-moi de te dire que les règles à bord ont bien changé. D'abord, ils ont supprimé la 3e classe, et les gens me semblent bien trop détendus. Aujourd'hui, chacun s'installe n'importe comment et personne ne respecte. Quant aux contrôleurs, ils sont tout bonnement invisibles. Le résultat, c'est qu'il règne ici un joyeux chaos, à tel point qu'un type chevelu est venu s'asseoir 2 rangées devant moi. Il a sorti une guitare et s'est mis à chanter des choses parfaitement incompréhensibles tout en gardant la bouche fermée. En plein compartiment, comme ça, sans la moindre gêne. Les autres voyageurs se sont mis à l'enregistrer, à l'applaudir, à l'encourager. Alors je ne sais pas, soit ce type est un prophète, soit j'ai pris place dans un train de faux. Ça d'ailleurs, c'est une chose qui n'a pas changé avec le train. Quand on monte dans un compartiment, on ne sait jamais dans quelle aventure on s'embarque. Bon, je te dirai plus tard comment tout ça se termine. Christian. De toute façon, je vais le quitter. Il faut aller voir ces banlieusards débarqués à heure fixe, qui se rendent le matin à leur travail, qui reprennent le train du soir, mécontents et harassés. Comment ne pas être dépaysé? On dirait une fourmilière. Comment est-ce Dieu possible? Quel monde étrange. Ils peuvent courir pour attraper leur métro en se bousculant, et même sauter dans leur train en marche. Mais ils ne savent plus marcher, flâner, s'arrêter, respirer.
Tu sais, quand ils annoncent un accident voyageur, il y a des gens qui s'imaginent qu'une dame est tombée sur le quai, prise d'un malaise, ou que quelqu'un s'est cassé la gueule dans un escalier roulant. Et à chaque fois, ils se disent « Mais merde, ils peuvent pas faire attention, non, à cause d'eux, les trains prennent du retard, tout le monde est bloqué. » Un accident voyageur, en réalité, ça veut simplement dire suicide. Il y a quelques années, j'ai assisté à ça. J'étais sur le quai, il y a cette femme qui avance, pivote, le train arrive, et j'ai l'impression qu'elle danse. Et puis d'un seul coup, elle s'envole et disparaît. Un choc. J'ouvre la bouche, mais je suis incapable d'émettre le moindre son. Je n'ai pas dormi pendant, je ne sais plus, une semaine. J'avais cette image, son sourire au moment où elle s'est jetée. Bon, le train s'est arrêté plusieurs centaines de mètres plus loin, et moi j'étais là, hébété, et j'ai parlé avec le conducteur. Pour lui, c'était encore pire, la deuxième fois que ça lui arrivait. Un truc comme ça, c'était son pire cauchemar. Il m'a dit que c'était là, sur la Côte d'Azur, malgré le soleil et la mer, que ça arrivait le plus souvent. Ça m'a surpris. Le conducteur avait toute une procédure, des choses à faire dans ce genre de cas. Ses collègues sont venus, ils l'ont entouré et ils l'ont emmené je ne sais pas où. À l'époque, moi non plus, je ne savais pas qu'on appelait ça un accident voyageur. Mon cher Marc, merci beaucoup pour tes compliments. Tu sais, depuis qu'on a dépassé les 400 km/h grâce au turboréacteur, on a reçu plein de félicitations officielles, et ça fait vraiment plaisir. Mais je vais te dire une chose, la vraie prouesse, ça n'est pas d'avoir juste battu tous les records de vitesse, même si c'est pas mal. Non, ce qui est réellement fantastique, c'est que tout ce travail accompli avec l'ingénieur Bertin depuis les années 60 soit enfin reconnu. En réalité, nous nous apprêtons à bouleverser le transport en France. C'en est fini des rails, des roues, tout ça. On part sur un monorail en béton que l'aérotrain, sur ses coussins d'air, ne touche même pas. Et ça, c'est révolutionnaire. Tous nos essais se passent merveilleusement bien. Le système est vraiment au point. Bon, le seul bémol, c'est qu'on entend de plus en plus souvent des rumeurs disant que l'aérotrain ne serait pas ce qui convient au réseau français, que le projet Bertin ne serait donc plus retenu par le gouvernement. Mais franchement, j'ai du mal à imaginer que tous ces efforts ne servent à rien et qu'une telle invention soit refusée. Ils en ont un autre de train qui dépasse les 400 km/h ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la grande histoire des chemins de fer, une naissance et un baptême aujourd'hui, ceux du TGV. Ce train super rapide dont les premiers pas sur le papier remontent à déjà 13 ans. TGV, train à grande vitesse, en effet 2h40 pour relier Lyon et Paris. 2 heures dans moins de 2 ans. Songez qu'au début du siècle, il en fallait 7h30. Le TGV représente une grande réalisation technique, une étape de plus dans la recherche par l'homme de son propre dépassement, un signe pour le monde entier que la France entend demeurer une grande nation innovatrice. Chère Madame Wallo, je viens de faire mon premier voyage dans ce nouveau train à grande vitesse et je dois vous dire que je me suis senti plutôt très bien à bord. Comme vous le savez, les premières fois, c'est toujours particulier. Au moment du départ, le train m'a donné l'impression d'être comme un grand fauve qui se préparait à bondir ou comme une fusée devenue folle s'apprêtant à décoller à l'horizontale.
L'ambiance ici est familiale, chaleureuse, tout à fait un style qui vous plairait. Je me demandais si j'allais avoir les mêmes sensations de vertige et de danger que sur la route, quand on roule trop vite en voiture. Mais pas du tout. On peut lire son journal ou circuler sans avoir envie de vomir. Car la vitesse, on ne la sent presque pas. J'ai demandé au petit serveur du wagon-restaurant à quelle vitesse on allait. Il a été mignon comme tout, ce petit bavard. On ne pouvait plus l'arrêter. D'après lui, on roulait aux alentours de 260 km/h. Il m'a précisé que ce même train était tout de même capable d'atteindre, rendez-vous compte, les 380 km/h. Un battement de cils plus tard et on arrivait à Lyon, d'où je vous salue tendrement. Bien à vous, Roger. Il y a eu 2 explosions le même jour. C'était la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 1983. Moi j'étais gare Saint-Charles, j'étais venu chercher ma femme. Elle va bien, tout va bien. Quand la bombe a explosé dans la gare, j'étais juste à côté de la consigne. C'est là qu'elle avait été dissimulée. Mes oreilles ont sifflé pendant des heures. Je me souviens de ce moment de bascule, ce point d'orgue, ce passage de la normalité à un univers de chaos, le sentiment que mon être tout entier devait soit trouver le moyen de s'adapter en un clin d'œil à de nouvelles données, soit mourir dans la tourmente. Très vite, on a su qui était à l'origine de cet attentat. Carlos. On a appris plus tard qu'il y avait eu une autre explosion dans un train, cette fois un TGV, qui passait près de Tain-l'Hermitage. Il y avait des théories qui circulaient. Ce qu'on disait, c'est que Carlos voulait pousser les autorités à libérer ses complices emprisonnés. Il avait déjà fait exploser un autre train pour la même raison, en 1982. C'était le Capitole, entre Paris et Toulouse. On disait aussi qu'il avait mis cette bombe pour venger les chiites pro-iraniens de Baalbek, qui avaient été bombardés par la France un mois auparavant. Baalbek, c'est loin, c'est dans la plaine de la Bekaa, au Liban. Dans la gare et dans le train, il y a eu 5 morts et 51 blessés. Peter, tu te souviens? C'était le jour du dernier coup de pioche. Il faisait une chaleur de bête dans ce tunnel. Mais pour une fois, tout le monde semblait ne pas s'en soucier. J'avais chaud. Le moment était historique. Le plus grand chantier ferroviaire du monde. 152 km de galeries, 3 ans de percement. Moi, j'étais là pour coordonner l'événement côté français. Et toi, tu étais venu installer la retransmission en direct côté britannique. Tu m'as regardé de loin, tu as presque fait semblant de ne pas me regarder. Il y avait un sacré courant d'air, mais j'avais chaud. Et puis on a parlé. Tu me racontais que l'idée de ce tunnel datait de 1801, que les Français avaient commencé à le creuser en 1874, qu'il y avait eu des guerres, des erreurs. Moi je te répondais qu'effectivement, pendant longtemps, on n'avait pas confiance en vous, et tout avait été arrêté. Je crois qu'en plus l'objectif, c'était un peu de vous envahir. Toi aussi tu avais chaud. Au final, c'est toi qui m'as envahi. Ils étaient tous là à applaudir et à se congratuler, et moi, je te regardais. Et toi, tu me souriais. Forcément, j'étais la seule femme. Si on fait abstraction de ton Elisabeth, bien sûr.
fait, tu sais, Edith, toutes ces lettres, qu'elles soient réelles ou que je les ai imaginées durant ce voyage, eh bien, elles montrent une chose, c'est qu'il y a du rêve dans ces rails. Le train, ce n'est pas qu'un moyen de transport. Il a changé nos vies, notre quotidien, à tous, et pour de bon. Je relisais Jules Verne tout à l'heure. Il avait déjà tout compris. Dans ses romans, il imaginait déjà les inventions à venir, et il donnait toute sa mesure à cette révolution du chemin de fer. Il y a 200 ans, nous étions encore de pauvres hères, dont l'univers se limitait à un court horizon, traversant péniblement la France en 30 jours, et dans des conditions de confort et de sécurité, qui auraient même fait blêmir n'importe quel voyageur de la défunte 3e classe. Oui, les chemins de fer ont ouvert en grand la porte du voyage à un monde jusqu'alors ratatiné sur lui-même. Oui, les trains ont été un moteur à l'inventivité, ont fait exploser l'imagination, ont décuplé les horizons. Des machines et des lignes pour voyager, et surtout pour rêver. Scinder les deux pour des raisons comptables n'y changera pas grand-chose. Alors oui, comme tout le monde, je suis agacé par les retards, par les tarifs, par les grèves, par tout ce qui ne va pas. Mais, en fait, je n'ai qu'un seul véritable regret. Que l'incroyable succès du chemin de fer participe désormais de sa banalité. Maintenant qu'il y a le train, nous sommes tous un peu plus paresseux, plus impatients. J'arrive.